tout a commencé par un appel téléphonique. Un message codé, délivré par le secrétaire privé de la reine au chef du gouvernement. Prime Minister, London Bridge is down. Le London Bridge s'est effondré. Cette formule signifie que la reine Elisabeth II est morte. Le Royaume-Uni se fige. Une ère s'achève, une autre commence au même instant. Au moment précis où la reine rend son dernier souffle, Charles devient roi. Moins de 24 heures plus tard, il s'adresse à la nation pour la première fois en tant que monarque. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec un sentiment profond de tristesse. Durant toute sa vie, Sa Majesté la Reine, ma mère bien-aimée, a été une inspiration, un exemple pour moi et toute notre famille. Je m'engage moi aussi, durant le temps que Dieu me prêtera vie, à chérir notre Constitution. Je vous servirai avec loyauté, respect et amour. Ce jour, c'est celui qu'il a redouté toute sa vie, parce que c'est celui de la mort de sa mère, cette mère qu'il adore. Mais en même temps, c'est le début de cette autre vie, à laquelle il se prépare depuis qu'il est né. Charles Philippe Arthur George accède au trône à 73 ans, à l'âge de la retraite. Sa première tâche, choisir son nom de monarque. Ce sera Charles III. Le voici lors du couronnement de sa mère. Le jour de son investiture comme prince de Galles en 1969, après une vie d'attente, de scandales et de malentendus, l'éternel prince Charles, moins populaire que sa mère, va devoir conquérir le cœur des Britanniques. Un homme loufoque, énigmatique. C'est l'image qui colle au prince de Galles. Ici, il a 26 ans et il visite le Grand Nord canadien. Well, I tell you, we put the air in here, you see, and if you now do an amazing... Le visage espiègle d'un éternel second, souvent maladroit, qui a passé sa vie à couper des rubans et à serrer des mains. C'est même devenu une seconde nature. Un réflexe gênant en pleine pandémie. Charles a toujours été le roi de l'autodérision. À tous les âges, le même détachement. Nothing could give me more pleasure than to unveil this plaque. Wondering what on earth it's going to say. Un original qui a fini par épouser, contre vents et marées, Camilla, la femme autrefois la plus détestée du Royaume-Uni. C'est une personnalité difficile à saisir. C'est une personnalité avec laquelle les Britanniques ont du mal à s'identifier. D'un côté, ouverte, et de l'autre, très conscient de son statut. Le prince de Galles vit dans un monde à part. Voici sa résidence officielle à Londres. La maison royale de Clarence House, à 300 mètres à peine des grilles de Buckingham Palace. À son service, environ 120 personnes. Des conseillers, des chauffeurs, des agents de sécurité, des jardiniers, mais aussi des valets aux tâches plus surprenantes. Il a quand même 2 hommes qui sont payés par l'État pour l'aider à s'habiller le matin. Il n'a besoin de rien faire. Le prince Charles vit sur un grand pied.
Qui dit grand pied dit caprice. Et les caprices qu'on lui prête, c'est notamment les 7 œufs qu'on lui présente au petit déjeuner, puis il choisit celui qui est à son goût en termes de cuisson, ou bien un valet qui est chargé de mettre du dentifrice sur sa brosse à dents. C'est un peu comme la cour de Louis XV, Louis XIV, mais ils étaient élevés comme ça et c'est les traditions qui perdurent. Une éducation d'un autre temps qui lui a laissé des souvenirs mitigés. Le prince Charles a toujours eu du mal à trouver sa place. Here is the first picture of His Royal Highness Prince Charles of Edinburgh, second in the line of succession, just 4 weeks old. Dès sa naissance, qu'il le veuille ou non, il est condamné à vivre sous l'œil du public. For Prince Charles's father and mother, it was a day of pride as well as joy. And when the filming was over, along came Nurse Rowe to put His Royal Highness to bed. Ses parents ont peu de temps pour s'occuper de lui. Derrière les belles images, une barrière les sépare très vite de leur fils aîné. Il s'est senti abandonné parce que la reine et le prince Philippe pouvaient partir à l'étranger pendant 6 mois d'affilée. C'était difficile de voyager à l'époque et il a eu l'impression qu'elle n'était pas là pour lui. Il a toujours placé sa mère sur un piédestal. Elle n'est pas seulement sa mère, elle est le monarque. Il a toujours cherché à ce qu'elle soit fière de lui, à obtenir son approbation. Mais elle n'est pas quelqu'un qui sait très bien exprimer ses sentiments. Charles était un gentil garçon. Il n'était pas macho. Il n'aimait pas vraiment se battre. Et le prince Philippe était déçu parce qu'il voulait que son fils soit plus fort, plus masculin. Son père veut l'endurcir. Il insiste alors pour l'envoyer dans un pensionnat que lui-même a fréquenté en Écosse. Charles a dit que ça ressemblait à une prison. Il devait sortir, courir à 4 heures du matin quand tout était gelé. Il y avait de la glace à l'intérieur des fenêtres des dortoirs qui restaient ouvertes la nuit. Ce n'était pas fait pour lui. Il a été victime de ce qu'on appellerait aujourd'hui du harcèlement scolaire. La reine avait dit qu'il faut absolument qu'il soit traité comme tout le monde et il a été l'objet d'un vrai bizutage de la part de ses camarades. Ça a été très très dur pour lui. Son père voulait en faire un autre homme, mais Charles était comme ça. Il n'y avait aucune raison qu'il change. À cette époque, il rencontre celui qui va devenir son meilleur ami, Nicholas Soames, qui n'est autre que le petit-fils de Winston Churchill. Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions encore à l'école. C'était au cours d'une partie de pêche. Nous passions tous les deux des vacances en Écosse. Nous aimons les mêmes choses, nous aimons la campagne. Et nous sommes devenus amis. C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. À l'université de Cambridge, l'héritier du trône rêve de devenir comédien. This is most exciting, ladies and gentlemen. I've never seen anything quite like it before. I think I got quite a large one here. It's very, very large indeed. C'est un romantique par de nombreux aspects. Il est extrêmement cultivé, il connaît les arts. Et je pense que ça vient de son enfance, aux côtés de sa grand-mère, la reine-mère, qui a eu beaucoup d'influence sur lui. Un côté rêveur, en décalage avec le destin qui est le sien. Alors, le prince de Galles va mettre les bouchées doubles pour montrer qu'il est légitime. Toute sa vie, il a eu ce besoin de prouver quelque chose à sa mère, comme à son père. Le rôle du prince de Galles n'est pas prédéfini. Finalement, vous en faites ce que vous voulez. Le prince Charles se crée un rôle sur mesure. Il s'engage sur de nombreux sujets qui vont de l'insertion des jeunes en difficulté à l'urbanisme et l'architecture.
Il est, de loin, le membre de la famille royale qui travaille le plus. Ses rendez-vous sont planifiés 6 mois à l'avance, donc cet homme sait exactement quel est son programme. Sa vie entière est tracée pour lui. Il est le parrain de plus de 600 associations. À lui seul, il lève plus de 100 millions de livres sterling par an. C'est une sorte de cash machine pour les causes qu'il défend. Chaque jour, il peut honorer 7 déplacements. Il ne déjeune pas. Il prend juste le thé avec un petit sandwich. Et après le dîner, il va s'enfermer dans son bureau pendant 2, 3 ou 4 heures. Il travaille 365 jours par an. Pourtant, malgré ce travail acharné, le prince Charles reste mal aimé. Lui qui est appelé à devenir roi d'Angleterre arrive loin derrière les autres membres de la famille Windsor dans les sondages de popularité. Il traîne, aujourd'hui encore, le poids de son péché originel. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture. Quand la nouvelle tombe, dans la nuit du 30 au 31 août 1997, le prince Charles est en vacances avec ses 2 fils et la famille royale, comme tous les étés, en Écosse. Il a d'abord pensé à ses fils, ces 2 garçons de 15 et 12 ans qui devaient retrouver leur mère le soir même. Mais il s'est dit aussi, tout le monde va me tomber dessus. Et il avait absolument raison. Le public s'en est pris à lui. S'il n'avait pas été amoureux de Camilla Parker Bowles, s'il s'était occupé de Diana, elle ne se serait pas trouvée dans ce tunnel avec Dodi Al Fayed. Et elle serait encore en vie. Charles et Diana venaient alors enfin de divorcer, après 10 ans de scandale autour de leur mariage. Il était désemparé. On voyait l'émotion sur son visage quand il est allé à Paris chercher le corps de Diana. Son avenir et celui de la monarchie sont en danger, car la reine ne prend pas la mesure de l'événement. Pendant plusieurs jours, elle reste en Écosse, silencieuse. La détresse des Britanniques laisse place à la colère. Very, very, very disgraceful, I find their behaviour. Very disgraceful. What do you think, madam? I think it's disgusting that they have not appeared or said a word. I think it's a disgrace on the whole royal family. Pour sauver la couronne, l'héritier du trône persuade la reine d'accepter des funérailles nationales. Et il prend le risque de marcher derrière le corbillard avec ses fils, son père et le frère de Diana. Charles le bourreau, Diana la victime. Des rôles que la mort de la princesse de Galles fige à jamais. Ce désastre semble, avec le recul, écrit d'avance, dès la première apparition du jeune couple face à la presse. On a la première présentation en 1981 de Diana dans les jardins de Buckingham Palace, où il a cette robe bleue magnifique, où on le voit avec lui, très timide, on regarde tout le temps vers le bas. Mais lui, il a l'air content et fier de se promener avec cette charmante rose anglaise. Et on lui pose la question, vous êtes quand même amoureux? Just delighted and happy. And I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. You can put your own interpretation. Elle est incroyable, cette hésitation. C'est quand même terrible.
On peut se dire, c'est l'émotion. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas un amour débordant. C'est-à-dire qu'à un moment, la réserve n'explique pas tout. Et on sent bien qu'il y a peut-être une attirance, qu'il y a à l'époque du respect mutuel et une admiration, notamment de Diana vers Charles. Mais on ne peut pas parler de passion. Et il a laissé échapper ce sentiment malgré lui, parce que c'était plus fort que lui quand le journaliste lui a posé la question. Diana n'a rien compris, hein. Mais ce n'était pas la fille pour Charles. Et la raison pour ça, c'est parce que Charles avait déjà quelqu'un d'autre, c'était Camilla. Camilla, qu'il a rencontrée presque 10 ans plus tôt et qu'il n'a pas pu épouser. C'était un grand coup de foudre, mais c'est un amour impossible. Il y avait 3 raisons. 1, elle n'était pas de famille aristocratique. 2, elle n'était pas assez belle. Et 3, et beaucoup plus important, elle était plus vierge. Donc c'était même peine perdue en avance avant de parler avec la reine. Non, c'était une fin de non-recevoir. Camilla se marie à Andrew Parker Bowles alors que le prince Charles sert dans la marine. Pendant des années, il cherche l'épouse parfaite, en vain. À chaque aventure, le public se demande s'il a trouvé la future reine. Ce qui est une affaire privée devient une affaire d'État. Parce que l'héritier de la couronne, il doit se marier, il doit avoir des enfants, bien sûr, c'est le principe même de la monarchie. Et ce qui peut être une boutade dans les familles ou une affaire personnelle devient forcément quelque chose dont la presse s'empare, la presse mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche avec Charles, alors que c'est un jeune homme plutôt charmant, drôle, un futur roi, et qui a tant de fiancés potentiels? Parmi les conquêtes qu'on lui attribue, à tort ou à raison, la fille du président Nixon, l'héritière de la brasserie Guinness, ou encore Barbra Streisand. Finalement, sous la pression du public et de sa famille, Charles jette son dévolu sur Diana Spencer, 19 ans. La jeune aristocrate coche toutes les cases. Diana Francis. C'est un pari sur l'avenir qui a tout pour réussir sur le papier. Et qui va être le plus désastreux qui soit. Tout ce que devait apporter Diana, sa jeunesse, sa beauté, sa spontanéité et tout ce pouvoir qu'elle avait et qu'elle aurait dû apporter à la couronne, finalement va se retourner contre Charles. Charles cherchait en Diana une alliée et une confidente. Elle devient vite une concurrente. Dès les tout premiers déplacements, la princesse de Galles aimante les regards. C'était comme un concert de pop, des milliers de personnes qui hurlaient. Charles avait l'habitude d'être la star du spectacle. Quand il s'est marié, il a vite découvert que les gens venaient la voir elle et pas lui. C'était difficile pour Charles. Il pouvait passer une semaine à travailler un discours sur un sujet qui lui tenait vraiment à cœur. Il faisait beaucoup de recherches. Et le lendemain, les journaux titraient « Diana a porté une nouvelle robe. Elle a changé de coupe de cheveux. Diana a-t-elle perdu du poids? Est-elle enceinte ?» Tout tournait autour de Diana et pas de Charles. Et c'est devenu un problème. La jalousie et la rancœur s'installent. Les deux époux tentent bien de sauver les apparences. Mais en privé, leur relation dégénère très vite. C'était horrible dès le départ. Diana était boulimique. Elle se sentait délaissée et ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à se dire. Charles et Camilla avaient coupé les ponts. Ils reprennent contact au bout de quelques années, après la naissance des princes William et Harry. Kenworth était le garde du corps de la princesse Diana. Il se souvient d'une soirée mouvementée. Charles était invité à l'anniversaire de la sœur de Camilla. Diana a décidé de l'accompagner au dernier moment. La tension à l'aller dans la voiture entre le prince et la princesse était intense.
Ils étaient à couteau tiré. Nous sommes arrivés dans cette maison et tout le monde s'est liquéfié, comme dans une pièce de théâtre où les acteurs et les actrices s'arrêteraient net, choqués que Diana vienne à cette fête. Le garde du corps reste dans la cuisine et au bout d'une heure, la princesse l'appelle. Son mari et Camilla ont disparu. Elle les cherche. Alors je l'ai accompagnée. Et très vite, nous avons trouvé le prince et Camilla assis au sous-sol, en train de discuter sur un petit canapé. Je ne savais pas comment Diana allait réagir, mais avec un courage et une confiance remarquables, elle est allée vers Camilla et elle lui a dit « Écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais ne me prenez pas pour une idiote. Je sais très bien ce qui se passe. » C'était le début de la fin. L'héritier du trône trompe sa femme. Et même si Diana multiplie les liaisons elle aussi, ce sont Charles et Camilla qui seront cloués au pilori par le Sun, notamment, ce tout-puissant tabloïd, lu à l'époque par 15 millions de Britanniques. Il fallait choisir son camp. On appelait ça la guerre des Galles. Vous étiez soit pour Diana, soit pour Charles. Et clairement, au Sun, nous, on a soutenu Diana, étant donné les informations qu'on recueillait à cette époque. Les médias se sont rangés derrière Diana, et je pense que c'était en partie une décision commerciale, parce qu'une photo de Diana en couverture faisait vendre 200 000 exemplaires de plus. Une photo de Charles n'avait aucun effet. Charles était un homme chauve, d'âge moyen, dans un costume gris. Diana était belle, elle était jeune, elle portait des vêtements fabuleux, avec une belle silhouette, et elle faisait vendre. Les scandales se succèdent à un rythme effréné. Des conversations téléphoniques intimes et embarrassantes se retrouvent même dans les journaux. Dernier clou dans le cercueil, une interview vérité donnée par Diana en 1995. Elle est si sensible qu'aujourd'hui encore, il est interdit de la diffuser sous peine de poursuite. Ce jour-là, la princesse a fait monter une équipe de télévision dans ses appartements, dans le plus grand secret. Elle n'avait prévenu personne, pas même son secrétaire privé, parce qu'il lui aurait certainement dit « Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Pensez aux conséquences à long terme. » Mais elle a décidé de faire l'interview. Et elle a déclaré, entre autres, qu'elle ne pensait pas que le prince de Galles avait les épaules pour devenir roi. Je connais sa personnalité. Je pense que ce top job lui imposerait d'énormes contraintes. Et je ne sais pas s'il pourrait s'y adapter. L'héritier serait indigne de porter la couronne. À cause de lui, la monarchie se lézarde. S'il veut succéder à sa mère un jour, Charles n'a pas le choix. Il doit à tout prix réhabiliter son image. Avec le divorce prononcé à l'été 1996, le ciel s'éclaircit enfin pour le prince de Galles. Le ton des commentateurs commence timidement à changer. Events in Cloisters this week do suggest a new beginning. There have been regular briefings from close advisor Mark Boland. Mark Boland, c'est l'homme clé de l'opération. Ce spécialiste des relations publiques va révolutionner les rapports entre le prince et les médias. Mark était un personnage incroyable. Il était grand, jeune, énergique, charismatique. Lors de son entretien d'embauche, le prince lui a demandé « Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver ?» Et Mark a répondu « Bien sûr que j'y arriverai. Ça m'amuse de faire ça. Et si vous ne vous amusez pas dans la vie, alors à quoi ça rime ?» Le spin doctor incite son patron à présenter un visage plus avenant. Comme lors de ce voyage en Afrique du Sud.
Nous sommes quelques mois après la disparition de la princesse Diana. Le prince Charles emmène avec lui son fils Harry. Charles Ray les a suivis pour le Sun. C'était un voyage fabuleux, pour toutes sortes de raisons. Vous aviez les Spice Girls, qui étaient au sommet de leur carrière. Elles flirtaient avec le prince de Galles, elles flirtaient avec Harry. C'était du pain béni. Ils ont rencontré Nelson Mandela, et ensuite ils sont allés dans ce village qui s'appelle Duku Duku. And there were gifts for the visiting princes, Zulu weapons for Charles, and a somewhat smaller version for Harry. Both father and son were now honorary Zulus themselves. Their gift in return, handprints in wet cement, and a smile from Harry to dazzle cameras which have been hungry for his every move. Il était content de venir discuter à bâton rompu. Et vous savez, quand le prince de Galles vous adresse la parole, vous ne pouvez pas lui demander brutalement « Est-ce que vous regrettez la mort de Diana ?» C'est un peu agressif, ça ne se fait pas. Donc vous discutez de la pluie et du beau temps. Ça peut sembler insignifiant pour le grand public, mais c'est comme ça qu'on construit une relation. Le prince de Galles lutte contre sa vraie nature. Lui qui a toujours mal vécu cette écrasante pression médiatique. Je me souviens d'une fois en Italie. Nous prenions tous les deux le petit déjeuner sur une terrasse qui donnait sur un verger et j'ai cru voir quelque chose dans un arbre à une centaine de mètres. C'était le reflet de l'objectif d'un de ces horribles photographes italiens qui avaient l'habitude de grimper partout. Par chance, il est tombé de l'arbre. Bien fait pour lui. Le prince a dû supporter ce genre de pollution toute sa vie. Le fond de sa pensée, cette séquence savoureuse le dévoile. Prince Charles, how are you feeling? Il n'imagine pas qu'un micro puisse l'enregistrer. Effectivement, il n'avait pas un amour fou de la presse et particulièrement de la presse à scandale. Mais il a travaillé sur lui et il a réussi à se montrer tel qu'il est. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il a réussi à se rendre plus accessible. Prince Charles, what keeps you coming back here to Closters? I love the place, it's why. I've been here for so long. C'est vrai que le méchant Charles a peut-être perdu un peu de son statut de méchant, parce que désormais, c'était un père célibataire. Un célibataire qui n'a plus qu'une idée en tête, faire accepter Camilla. Il faut d'abord convaincre la reine, qui ne veut pas en entendre parler. Et il faut séduire le public britannique. C'était impossible. Camilla, c'était la femme responsable de la mort de Diana. Camilla, c'était un homme déguisé en femme. Camilla, c'était le diable. C'était un cauchemar, sa situation. Rappelez-vous, Camilla allant faire ses courses au supermarché, qui était poursuivie par des ménagères en caddie qui voulaient vraiment lui faire la peau. Aux commandes, là encore, Mark Boland, qui fait jouer ses réseaux dans les médias. Il jouait un jeu dangereux. Il montait les membres de la famille royale les uns contre les autres. Il avait ses interlocuteurs favoris dans les médias. Il leur faisait fuiter des informations et il faisait jouer la concurrence entre eux. En janvier 1999, il estime qu'il est temps de frapper fort. Il met en scène la première apparition publique de Charles et Camilla, à l'occasion d'une réception dans un grand hôtel. Nous avons été prévenus quelques jours avant que ça allait se produire. Quand je dis nous, je veux dire que la plupart des médias étaient au courant. Ce soir-là, il y avait des millions de reporters et de photographes devant l'hôtel. Charles est sorti le premier, puis Camilla. Ils ont descendu les marches, peut-être pas côte à côte, mais ils étaient suffisamment proches pour faire la une de tous les journaux le lendemain matin. Donc ils avançaient, doucement, mais sûrement. Le couple, désormais officiel, se prête de bonne grâce au jeu des photographes. Camilla semble acceptée par les princes William et Harry. La narration change.
Camilla devient un nouveau produit. Ce n'est plus l'ex-maîtresse, mais c'est celle que le prince aurait dû épouser dès le départ et qu'on ne lui a pas laissé épouser par devoir d'État. Et il a droit à ce bonheur. La reine a fini par accepter le principe d'un remariage. L'union sera célébrée à Windsor le 9 avril 2005. La reine n'a pas participé à la cérémonie civile, mais elle était présente pour la bénédiction à l'église. Et elle a fait un charmant discours lors de la réception ensuite. Donc elle soutenait sans aucun doute ce mariage. Cette issue heureuse, à 56 ans pour le prince Charles, personne ne l'aurait imaginé, hormis sans doute celui qui l'a rendu possible. Ce qui symbolise cette réussite, c'est que Marc Bolan va être remercié comme le dernier des malpropres par le prince Charles, une fois la tâche accomplie. C'est ça la royauté. Mais sur ces nouvelles fondations, il reste encore beaucoup à faire. Et cela tombe bien. Au milieu des années 2000, l'ère du temps a changé. Les convictions de toujours du prince de Galles rencontrent enfin un écho dans la société. C'est un visionnaire dans de nombreux domaines. Le prince de Galles était écologiste bien avant que cela devienne un énorme sujet à la mode. Cette espèce de train à bord duquel tout le monde veut monter. Lui, ça fait 60 ans qu'il milite activement pour l'environnement. En effet, dès les années 70, à contre-courant, il alertait sur les dangers du plastique. Il promeut alors le tri et le recyclage. À l'époque, tout le monde se moquait de lui. C'était cet original, cet héritier du trône, c'est sûr, il a de l'argent, il peut faire ça, encore une lubie. C'était pas du tout une lubie pour lui, c'était l'avenir. Il me l'a dit, hein, on me prenait pour un cinglé, avec des idées un peu farfelues et dérangeantes. Et puis on s'est rendu compte petit à petit que j'étais sur les bons sujets et que j'étais sur les bonnes solutions. À son crédit, il est le premier à avoir appliqué ce qu'il professait. Ici, en pleine campagne, à une centaine de milles, environ 160 km à l'ouest de Londres, il a acquis cette propriété en 1980, Highgrove, un manoir entouré d'un grand jardin. Il y avait un chemin, des ronces et un magnifique cèdre. Et il en a fait un jardin à son image, très riche, très diversifié. Quand il est à Highgrove, c'est le jardinier, hein, gardener in chief. Et si vous voyez ses mains, vous imaginez bien qu'elles n'ont pas tenu que des cup of tea. Elles ont aussi mis la main à la pâte. C'est un écologiste qui pratique. Sur ses terres, il crée une ferme sans pesticides dès les années 80, qui lui vaut le surnom de prince des patates. Il développe aussi une marque de produits bio. Il a lancé Dutchy Originals. On se moquait à l'époque des sablés du prince de Galles. Le prince de Galles vend des biscuits. Sauf que Dutchy Originals, aujourd'hui, c'est un empire avec 300 références, distribuées dans plus de 30 pays, qui fait des bénéfices. Alors les bénéfices sont utilisés pour la fondation du prince de Galles, mais c'est vraiment une réussite. Et ça, personne ne peut lui enlever. Plus il avance en âge, plus il semble en phase avec son époque. Il rencontre Greta Thunberg. On l'invite à tous les grands sommets sur le réchauffement climatique. À 70 ans passés, le voilà en couverture des magazines masculins pour ses engagements, mais aussi pour son style. Le prince Charles est une icône de mode. Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. Il est souvent dans les classements des hommes les mieux habillés du Royaume-Uni, voire du monde. C'est l'éternel dandy, c'est-à-dire qu'il est toujours très élégant. On le voit en costume, très souvent à double boutonnage, avec pochette, avec cravate.
Il ne passe pas son temps à s'acheter des vêtements. Pour certains, il les porte depuis des décennies. Mais tout doit être immaculé. Il est très attentif à sa présentation. Comme la monarchie britannique n'a pas de vrai pouvoir, la forme est importante. Ces dernières années, il semble plus serein face aux caméras. Il s'affiche en toute occasion avec son épouse. Leur complicité est évidente, comme lors de ce spectacle inuit déconcertant. Si on parle un peu vulgairement, il s'est décoincé, Charles. Il s'est enfin décoincé, mais il s'est décoincé grâce à Camilla qui a réussi à l'encourager, à l'apaiser, à le rassurer, alors que jusqu'à présent, il n'était l'objet que de critiques. Non, c'est un survivant, le prince Charles. Un survivant qui n'est pourtant pas au bout de ses peines. La dernière marche qui mène au trône semble la plus haute. C'est une série à succès, multi-récompensée. Un phénomène mondial dont le prince Charles se serait bien passé. The Crown retrace l'histoire de la famille royale et forcément rouvre les blessures mal cicatrisées. One day, dear boy, you shall be king. Your duty now was the choice of a woman the people will love as a princess and in due course as queen. Ils ont fait de Charles une sorte de brute qui s'est emparée de cette charmante jeune fille et a détruit sa vie. Il est vraiment dépeint comme un type phallo qui est tout le temps les épaules courbées, avec un petit air sournois, en train de chouiner auprès de sa maman qu'il est malheureux. Donc forcément, c'est pas une image absolument sexy, on va dire. C'est du cinéma, ce n'est pas un documentaire. C'est un mélange de faits et de fiction. Le prince de Galles n'était pas aussi agressif qu'on le voit. Et Diana ne faisait pas du roller dans les couloirs de Buckingham Palace. Mais c'est de la bonne télévision. Un programme de divertissement traité avec dédain par le palais et par les initiés. Il y a eu The Crown qui est sorti. Je regarde jamais ce genre de choses, je ne sais pas. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'a aucun sens. A-t-il regardé? Bien sûr que non. Le problème, les réactions d'une partie du public. Quand le 15 novembre dernier, la 4e saison de The Crown est diffusée, à nouveau, sur son compte Twitter, sur son compte Instagram, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, Camilla, sa femme, sont pris à partie avec des messages haineux. Et les équipes de communication sont obligées à ce moment-là de verrouiller ces comptes, c'est-à-dire de ne plus permettre aux gens de poster des commentaires insultants sur Twitter ou sur Instagram. Je crois que le palais n'a pas pris la mesure de l'effet de Crown sur une nouvelle génération qui n'a pas connu tout ça et qui découvre ce qui est arrivé à Diana via The Crown. Alors qu'il s'en croyait enfin débarrassé, le passé revient hanter le prince de Galles, comme une malédiction qui plombe sa cote de popularité. Cet institut de sondage se penche sur son image à intervalles réguliers depuis plusieurs décennies. Sa cote s'est effondrée dans les années 90. Et depuis, c'est relativement stable, avec 40 à 50% de gens qui pensent qu'il ferait un bon roi. Il est l'héritier du trône et pourtant, il peine à susciter l'enthousiasme. Quand on le compare aux autres membres de la famille royale, il arrive en bas de tableau, avec environ 13% des Britanniques qui le citent comme leur personnage préféré. Il est derrière la reine, la duchesse de Cambridge, le prince William, la princesse Anne, etc. Comme si cela ne suffisait pas, un nouvel orage éclate au sein de la famille royale. Et le prince Charles est une fois de plus le premier à prendre la foudre. En février, Harry et Meghan, installés de l'autre côté de l'Atlantique, donnent une interview retentissante à la star américaine Oprah Winfrey.
On n'a jamais vu Harry parler aussi franchement, aussi librement, face caméra. Il dit qu'il est éloigné de son frère, il dit qu'il s'est senti abandonné par son père. Charles est celui qui est le plus directement visé, c'est d'ailleurs celui qui encaisse les plus gros coups. Il a été incroyablement blessé par Harry, qui a dit qu'il s'était senti pris au piège, que quelqu'un au sein de la famille royale était raciste. Et bien sûr, le prince Harry a dit, comme si le monde entier allait être choqué, il a quand même 36 ans, que son père lui avait coupé les vivres. Et le prince Charles a immédiatement fait savoir, via des indiscrétions, qu'en fait, Harry n'arrêtait pas de lui téléphoner pour lui demander de l'argent. Il me considère comme une pompe à fric, a-t-il dit. Un nouveau psychodrame peu reluisant pour la couronne et qui tombe au plus mauvais moment. Avec la disparition du prince Philippe, l'époux de la reine, début avril, la monarchie entre dans une phase périlleuse. Le prince Charles pleure son père. Il voit aussi le trône se rapprocher, même si sa mère ne semble alors pas prête à passer la main. Elle n'a pas envie que Charles soit roi. Même si elle aime son fils, même si dans sa tête ça va mieux, elle n'a pas la confiance nécessaire pour lui laisser la place qui est la sienne. Cette réticence n'a pas empêché une régence officieuse de s'installer ces dernières années à Clarence House. La reine avait d'ores et déjà délégué à son héritier les cérémonies de remise de décorations, trop éprouvantes, les passages en revue des régiments royaux, les voyages à l'étranger et la réception des chefs d'État et de gouvernement de passage à Londres. Mais désormais, Charles III est seul sur le devant de la scène. Comment succède-t-on à une légende? Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est certain. Et ce qui est certain aussi, c'est que ça va être très difficile. La monarchie britannique, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est très populaire, grâce à Elisabeth II notamment. Charles va avoir devant lui un chantier. Et il n'est pas si jeune, il est bien sûr pas aussi glamour qu'un William, et néanmoins, ça va être son rôle, à la fois maintenir l'institution, la faire perdurer et si possible la faire prospérer. Soit on l'aime, soit on pense que c'est une visionnaire, soit on pense que c'est un incapable, quelqu'un qui est complètement fou et qui sera dangereux pour l'avenir de la couronne. Il n'y a pas de milieu. La disparition de la reine Elisabeth II est un séisme pour l'imaginaire britannique. La quasi-totalité d'entre eux n'ont connu qu'elle. Tout va changer. L'hymne national va changer. Ce ne sera plus God Save the Queen, mais God Save the King. Le visage sur nos timbres, sur nos pièces de monnaie va changer. Nous entrons dans une nouvelle ère.